Bonsoir à toutes et à tous. Madame la ministre, tu le sais, c'est un plaisir de te recevoir ici. On se parle beaucoup, on se voit beaucoup en ce moment, étant donné que, vous le savez, on a une mission commune, cette salle à Bretigny. Merci aux parlementaires d'être présents, Robin, Paul, Daphné, Laetitia, merci beaucoup d'être venus, aux maires, aux élus qui sont présents et à l'ensemble d'entre vous. J'avais prévu de vous parler de l'Europe du quotidien, parce que finalement, elle existe, cette Europe du quotidien, mais je préfère être court parce que je sais que la ministre a envie de parler avec vous et a envie d'échanger avec la salle. Et je sais aussi qu'une bonne partie d'entre vous ont envie de voir le débat qui va se tenir juste après. Donc je vais être très court. Simplement, ça avait du sens de faire cette réunion publique à Bretigny, parce qu'à Bretigny, il y a un nombre important d'individus, d'entreprises, d'individus moraux qui bénéficient de l'Europe. Et je pense particulièrement au modulaire, à l'espace Updrone, qui permet à des startups d'envoyer des fusées dans le ciel, Charpol-Midi, d'envoyer des dirigeables. Je pense aussi au chemin des fleurs à Vrainville qui fait de l'insertion et qui est aidé par l'Europe. L'Europe du quotidien, c'est aussi ça. Mais pour être rapide, je vais surtout vous parler de quelque chose qui, je crois, est extrêmement important lors de cette élection et qui abonde. Et j'ai oublié de citer monsieur Delahaye, cher Vincent, je suis particulièrement heureux que tu sois là ce soir. Quelque chose qui est important lors de cette élection, et ça fait le lien avec notre ami Vincent, c'est l'union qu'on a réussi à créer sur cette campagne. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à être unis. Nous sommes les seuls à être unis. La gauche est divisée, l'extrême droite est divisée, ce qui est assez exceptionnel, et nous, on s'est rassemblés. On s'est rassemblés pourquoi? Parce qu'on a un projet cohérent, parce qu'on a un projet commun qu'on tient depuis 2017, depuis le discours de la Sorbonne, et qu'on n'a jamais cessé de tenir. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats. Parce qu'on a des résultats. Le Rassemblement national a gagné les deux précédents scrutins européens, en 2014, en 2019. Et il s'apprête malheureusement, si nous ne faisons rien, à gagner le scrutin de 2024. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau du Parlement européen? Absolument rien. Notre majorité, qui a été créée en 2017, a réussi à constituer le troisième plus gros groupe du Parlement européen, et notre candidate a réussi à le présider. Elle a réussi à le présider. Valérie Hayé, lors de cette campagne, c'est dans les principales têtes de liste la seule qui n'était pas tête de liste lors des précédentes élections. Et je vais même vous dire, elle était assez loin sur la liste. Par son travail, par ses compétences, elle est devenue d'abord présidente de la délégation française, une des plus grosses délégations, puis présidente du troisième plus gros groupe au Parlement européen, c'est-à-dire que la décision de Valérie Hayé influence sur plus de 80% des décisions du Parlement européen, sur 100%, mais en tout cas vont dans le sens de 80% des votes au Parlement européen. C'est dire l'importance de notre majorité dans ce Parlement-là. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose d'important, et je crois que voir tous ces partenaires qui continuent à avancer avec nous, on ne fait que des additions là où les autres font des divisions, ça nous permet de croire dans notre projet européen, de savoir qu'on peut continuer à réformer ce continent, on en a besoin, et je suis encore une fois très content de vous voir ce soir. Je suis très content, Agnès, que tu viennes parler avec nous d'agriculture, mais aussi d'industrie, d'énergie. Je sais que tes compétences au fur et à mesure des années se sont agrandies, donc je suis très fier de te recevoir ici, on est tous très fiers. Merci beaucoup. Également, nous sommes heureux de vous accueillir tous ensemble. Votre présence, Madame la Ministre, donne du corps à la campagne que nous menons localement avec l'ensemble des partis derrière la liste Besoin d'Europe. Alban Bakary, responsable du Modem Essonne, est présent également. Et donc aussi bien entre Renaissance, Horizon, le Modem, l'UDI, le Parti Radical, nous faisons campagne. Et votre présence aujourd'hui nous aide par rapport à cela. Gérald Darmanin était là et était en Essonne il y a 2-3 semaines. Jean-Noël Barrot était là au début de la semaine. C'est important que votre présence permet de pouvoir parler de la campagne, pouvoir répondre aux interrogations de certaines personnes qui sont là aussi, qui sont venues par curiosité pour écouter, vous entendre. Et ce qui est important, je crois, pour nous tous, c'est que cette campagne, nous la faisons avec enthousiasme, nous la faisons à fond. Nous la faisons sans hésitation, on n'est pas pris pas, je ne sais quelle morosité sondagière. Au contraire, on y va, on n'hésite pas, on fait campagne sur les marchés, en porte-à-porte, on fait campagne sur les panneaux d'affichage, parce que c'est aussi un des enjeux. Et nous le faisons parce que nous avons cette conviction que cette élection européenne est essentielle, elle est importante, et que la campagne, c'est un moment de discussion collective pour parler d'Europe. Et bien sûr, on fait face à beaucoup d'interrogations, d'oppositions, mais c'est l'occasion de pouvoir répondre à ces différents sujets. Celles et ceux... Alors, je salue la présence également du sénateur Vincent Delahaye qui nous rejoint, monsieur le sénateur, merci d'être là, et de Jean-Philippe Dubois-Clément, qui est président de l'UDI Essonne, qui nous rejoint
aussi. Merci à vous deux d'être là. Cette campagne, c'est l'occasion de pouvoir répondre aux interrogations de beaucoup de gens qui nous interpellent en disant mais peut-être que l'Europe ne sert à rien, que l'Europe est un carcan, que l'Europe serait une gêne pour pouvoir avancer, ou qu'ils sont tellement en colère qu'ils voudraient voter Rassemblement national. Précisément, nous sommes là pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir, avec vous, trouver des arguments, trouver des réponses par rapport à tout cela, parce que la campagne, c'est l'occasion de répondre et d'argumenter tranquillement, respectueusement, mais sur ces différents sujets. Alors, je ne vais pas être trop long dans mon propos introductif, parce que nous sommes nombreux aussi à avoir en tête qu'il y a un autre événement politique ce soir, qui est le débat entre le Premier ministre et le président du Rassemblement national, que l'essentiel, c'est de pouvoir vous écouter, Madame la ministre. Je crois que les responsables de partis ici présents voudront dire également un mot rapide d'introduction, mais je termine juste avec un seul message, c'est qu'effectivement, le 9 juin, nous avons besoin d'Europe, et d'ici là, nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, on va être rapide, donc je vais aller droit à l'essentiel, et je vais parler du fond du cœur, et vous dire, moi, comment je ressens les choses pendant les 3 semaines qui nous restent jusqu'au 9 juin. Je pense qu'il faut, alors je vais être extrêmement synthétique, il faut bien viser d'abord, d'une part, en termes de géographie, aller dans les endroits où, ça a été dit et redit, on est les plus forts et où on a des gens qui ont une oreille favorable à ce qu'on peut avoir à porter comme discours. Ça, c'est la première conviction que j'ai et que je vous invite à partager. Et puis, en termes de fond, ce que je pense profondément, c'est qu'il faut qu'on assume ce qu'on est. Il faut qu'on assume ce qu'on est par rapport à nos adversaires. Ce qu'on est, c'est des gens qui ont la conviction que l'Europe est pour nous une chance et non un problème. L'Europe, c'est la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut le dire, le redire, d'autant plus dans les circonstances que l'on connaît aujourd'hui. L'Europe, c'est la prospérité économique. C'est un espace qui a profité à nos entreprises, surtout un pays comme le nôtre, qui est exportateur plus que beaucoup dans le monde. Et puis, c'est une ère qui est très attachée aux droits fondamentaux. Il faut le redire, surtout dans les circonstances que l'on connaît actuellement. C'est en Europe que l'on défend, en tout cas le mieux, les droits humains par rapport à des valeurs telles que la présomption d'innocence. En Europe, on ne met pas en prison des opposants politiques. En Europe, on laisse les gens s'exprimer et les gens s'associer, et ça, c'est important de le redire. Les droits humains, c'est également la lutte contre les discriminations. Nulle part en Europe, il y a une lutte absolument forte contre les discriminations, quelles que soient les orientations des uns et des autres, et notamment en termes d'orientation sexuelle, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, face à nous, on a des adversaires dont on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils étaient pour la sortie de la France de l'Union européenne, ils ne le disent plus vraiment. Ils étaient pour la sortie de l'euro, ils ne le disent plus vraiment. Et donc, on a du mal à lire leur projet. Face à cela, nous, on en a un, c'est l'approfondissement de nos institutions, c'est la poursuite de cette œuvre dont on est les héritiers, et une fois de plus, il faut en être fier. Voilà le message que moi j'invite les militants MoDem et les militants des partenaires que vous êtes tous ici à porter jusqu'au 9 juin. Voilà, je suis d'accord avec toi, Nicolas, pas céder à l'espèce de morosité, bien au contraire, on est pour prendre une image sportive dans le money time, et c'est maintenant que ça joue, c'est maintenant, et voilà, donc on a besoin de vous. Merci encore. Ça a reçu, il me semble, des aides européennes, le plan de relance européen en tout cas, et ça fait totalement lien avec ce que tu disais, Agnès. C'est une technologie qui permet d'économiser des moyens humains, parce que on le sait que, et c'est à notre avantage, la main-d'œuvre en France coûte cher par une politique des salaires élevés, et en plus de ça, dans le milieu agricole, il est extrêmement difficile de recruter. Est-ce que monsieur prépare, est-ce que monsieur développe? D'ailleurs, la machine existe, et je vous invite tous à regarder sur Internet, parce que c'est assez fascinant de voir un robot qui, via l'intelligence artificielle,
artificielle, il me semble, mais moi je ne suis pas ingénieur, est capable de détecter les asperges-mûres et de les récolter. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors effectivement, ça fait partie de ces technologies qui sont importantes. Je crois que via les financements européens, on répond d'une manière dans le fait que oui, l'Europe a envie de voir ces technologies se développer. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Paul Midi ici qui va nous parler de développement d'entreprise. Donc je vais te laisser abonder là-dessus. Non, ça marche, merci, et je suis très content d'être avec vous ce soir. Bravo pour entreprendre. C'est vrai que nos startups, elles sont au croisement de plusieurs priorités politiques. C'est la priorité du plein emploi, parce que c'est 7 à 7% de notre emploi aujourd'hui, mais c'est un tiers de notre capacité à créer les emplois qu'il faut pour aller au plein emploi. C'est la capacité de faire la transition écologique. Le GIEC le dit, il nous manque 50% des innovations pour réussir à faire le zéro carbone. Et donc, ce sont nos startups qui sont en train d'innover sur la transition écologique qui permettront de le faire. Et puis, c'est la capacité à être souverain technologiquement. Je pense qu'on a tous dans la poche un objet qui n'est ni fabriqué en Europe, ni designé en Europe. Il est designé aux États-Unis et il est fabriqué en Chine. On est passé à côté de ça dans les 20 dernières années. C'est inacceptable. Nous, le projet qu'on porte avec Valérie Hillier, j'étais à Vivatech cet après-midi avec elle, je lui faisais faire le tour de plein d'innovations du futur. Ce qu'on porte, c'est une Europe qui retrouve sa souveraineté technologique et qui redevient leader technologique du monde. Pendant des siècles, on l'a été en européen. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas le redevenir à nouveau face au bloc américain et face au bloc chinois. Si je regarde face au bloc américain, pardon de le dire comme ça, on n'est pas plus con. On n'est pas moins riche. Le PIB de l'Union européenne, c'est le PIB des États-Unis. On est plus nombreux, parce qu'on est 450 millions dans l'Union européenne, c'est un marché de 300 millions aux États-Unis. Par contre, on est mal organisé. Pourquoi on est mal organisé? Parce qu'on n'a pas encore suffisamment construit l'Union européenne, construit nos marchés, donné la capacité aux entrepreneurs comme monsieur, quand ils développent un produit en France, et ben, du jour au lendemain, il peut se lancer en Allemagne, en Italie, dans tous les pays de l'Union européenne et avoir accès à 450 millions de consommateurs. Donc c'est possible et c'est ce qu'on porte. Et donc moi je donne 2 mesures qui sont dans le programme de Valérie, qu'on portait très fortement cet après-midi auprès de tous les entrepreneurs. C'est que de la même façon qu'on a fait France 2030, 54 milliards d'investissements en français sur les technologies du futur, le nucléaire de 4e génération, l'avion bas carbone, l'agriculture du futur, on va faire le plan Europe 2030 avec 1000 milliards d'investissements communs faits avec tous nos partenaires européens sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, sur la santé, sur la défense du futur. Et c'est la bonne maille. Réunir 1000 milliards pour faire ça face aux Américains, face aux Chinois, il n'y a qu'en Européens qu'on peut le faire. Et deuxième mesure qui est très importante, vous le savez en tant qu'entrepreneur, c'est qu'évidemment il faut qu'on finance nos startups, mais il faut qu'elles trouvent des clients. Et ça n'est pas possible qu'aujourd'hui la puissance publique dans beaucoup de pays européens, eh bien parfois par facilité, elle va acheter américain ou elle va acheter chinois. Les Américains ont fait depuis des dizaines d'années un Buy American Act, c'est-à-dire qu'ils ont des quotas d'achat public auprès des entreprises américaines. Il faut qu'on fasse la même chose en européen, et donc on a mis dans notre programme un Buy European Act, c'est-à-dire en bon français une préférence européenne pour que les acheteurs publics dans tous les pays européens ils aient des quotas d'achat auprès des entreprises européennes et en particulier auprès de TPE, PME et peut-être vous dans le futur, monsieur. Donc nous on porte une vision qui est positive de l'Europe. On a été pendant des siècles en leadership sur l'innovation de la technologie, ça nous a permis de créer de la richesse et de créer de l'emploi. On peut redevenir numéro 1 au monde en européen et voilà, être fort en français et en européen. Voilà, je m'arrête là, pardon,